En 1970, deux frères jumeaux partirent en randonnée en montagne et ne furent plus jamais revus. Pendant des décennies, le mystère resta entier, jusqu'à ce qu'un garde forestier, lors d'une patrouille de routine, découvre quelque chose d'inaccessible, un objet que seul l'un des frères possédait. Que s'est-il réellement passé sur cette montagne? L'été 1970 avait été particulièrement chaud dans la petite ville de San Miguel de Allende. Le soleil tapait sans pitié sur les rues pavées et les façades coloniales, forçant les habitants à se réfugier à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée. Pour les frères Ramirez, cependant, la chaleur n'avait jamais été un obstacle à leurs aventures. Eduardo et Ricardo Ramirez, jumeaux identiques de 23 ans, étaient connus dans toute la ville pour leur esprit intrépide et leur passion pour l'exploration des recoins les plus reculés de la Sierra Madre orientale. Ils avaient grandi en escaladant chaque falaise, en explorant chaque sentier et en bravant chaque ravin. Leur père, Don Héctor, leur avait appris dès leur plus jeune âge à respecter la montagne, à en déchiffrer les signes et à y survivre. La montagne donne la vie, mais elle la reprend aussi, leur disait-il. Ne lui tournez jamais le dos, ne la sous-estimez jamais. Ce matin-là, le 15 août, les jumelles se préparaient pour une expédition de 3 jours au Cerro del Águila, un sommet rarement visité, même par les locaux les plus expérimentés. Leur mère, Doña Carmela, les observait depuis le porche de la maison tandis qu'elle préparait leur sac à dos. « Tu es sûr de vouloir y aller seule ?» demanda-t-elle, avec cette intuition que seules les mères possèdent. « Pourrais-tu attendre le retour de Joaquín de Mexico? Il connaît bien la région. » Eduardo sourit en ajustant le bandana rouge qu'il portait toujours autour du cou, c'était le seul détail visible qui le différenciait de son frère. « Maman, nous sommes montés sur l'Eagle des dizaines de fois, tout ira bien. » Ricardo hocha la tête en rangeant soigneusement son appareil photo dans son sac à dos. C'était son bien le plus précieux, un cadeau de son père pour son diplôme de fin d'études secondaires. Il ne partait jamais en montagne sans lui. Nous voulons aussi photographier le lever du soleil depuis le sommet, a-t-il ajouté. On dit qu'à cette époque de l'année, lorsque le soleil se lève, l'ombre de la colline projette la silhouette d'un aigle sur la vallée. Ce sera une photo spectaculaire. Doña Carmela soupira de résignation, elle savait qu'il était inutile de tenter de les arrêter. Depuis l'enfance, chaque fois que l'un des jumeaux se décidait à faire quelque chose, l'autre le suivait sans hésiter, c'était comme s'ils partageaient non seulement le même visage, mais aussi la même âme divisée en deux corps. Prenez la radio alors, insista-t-il en leur tendant le vieil appareil que Don Héctor utilisait lors de ses propres expéditions. Et promettez-moi de vous appeler tous les soirs. Les frères et sœurs embrassèrent leur mère, lui promettant de revenir avec les plus belles photos qu'elle ait jamais vues. Puis ils chargèrent leur sac à dos dans le pick-up Ford cabossé qu'ils partageaient et partirent vers les montagnes, laissant derrière eux un nuage de poussière rougeâtre. Ce fut la dernière fois que Doña Carmela revit ses enfants vivants. 3 jours plus tard, les jumeaux n'étant pas revenus ni n'ayant communiqué par radio, Don Héctor organisa une équipe de recherche. 20 hommes du village, tous familiers de la montagne, ratissèrent chaque sentier, chaque ravin, chaque recoin du Cerro del Águila. Pendant 2 semaines, ils ne trouvèrent rien, ni sac à dos, ni équipement, ni traces de campement. Les frères Ramirez avaient disparu, comme si la montagne les avait engloutis. La police d'État s'est jointe aux recherches, avec des chiens et du matériel spécialisé. Elle a survolé la zone en hélicoptère, interrogeant toutes les personnes susceptibles d'avoir vu les jumeaux. En vain. Au fil des semaines, l'espoir s'estompait. Certains villageois commencèrent à murmurer les légendes des montagnes, des esprits affamés qui désorientaient les voyageurs, les forçant à tourner en rond jusqu'à la mort par épuisement, des grottes menant aux enfers, la vengeance d'anciens dieux qui ne pardonnaient pas à ceux qui profanaient leur domaine. Don Héctor ne croyait pas aux superstitions, il avait passé toute sa vie dans ces montagnes et savait que les véritables dangers étaient bien plus banals, un faux pas, une tempête soudaine, une rencontre avec des contrebandiers ou des trafiquants de drogue empruntant des routes isolées. Toutes ces explications étaient plus plausibles que les histoires de fantômes. Mais à mesure que les mois passaient sans nouvelles, lui aussi commença à perdre espoir. Doña Carmela allumait des bougies chaque soir, priant pour un miracle qui ne se produisit jamais. Tout le village partageait sa douleur, mais peu à peu,
la vie reprit son cours, le mystère des frères Ramirez devint une de ces histoires racontées à voix basse, un avertissement aux jeunes trop sur d'eux. Don Hector n'a jamais cessé ses recherches. Chaque week-end, il gravissait le mont Aguila, empruntant des itinéraires différents, explorant grottes, ravins, tout lieu où ses enfants auraient pu trouver refuge. Au fil du temps, ses expéditions sont devenues plus sporadiques, mais il ne les a jamais complètement abandonnées, comme si une part de lui savait qu'un jour, la montagne révélerait son secret. Doña Carmela, quant à elle, conservait intacte la chambre des jumeaux, leurs livres, leurs cartes, leurs souvenirs d'enfance. Tout était resté exactement comme il l'avait laissé ce matin d'août. Parfois, lorsque la douleur devenait insupportable, elle y entrait et s'asseyait en silence, respirant l'odeur toujours plus faible de ses enfants, s'accrochant aux fragments de leur vie tronquée. Le temps, ce fleuve implacable, continua son cours. San Miguel de Allende grandit et devint une destination touristique internationale. De nouveaux résidents arrivèrent, des hôtels-boutiques et des restaurants élégants furent construits. La ville aux rues pavées et au rythme lent devint une cité dynamique et cosmopolite. Don Hector et Doña Carmela ont vieilli ensemble, unis par l'amour et par une blessure commune qui ne s'est jamais complètement refermée. À sa mort en 1995, Don Hector a été enterré avec la carte du Cerro del Águila qu'il portait toujours sur lui, marquée de chaque itinéraire qu'il avait exploré à la recherche de ses enfants. Doña Carmela continuait de vivre dans la même maison, entourée de photos d'Eduardo et de Ricardo. Parfois, les touristes séjournant dans la petite auberge qu'elle avait ouverte pour s'occuper lui posaient des questions sur les jeunes gens souriant sur les photos. Elle répondait simplement qu'ils étaient en voyage et qu'ils reviendraient bientôt, c'était plus facile que d'expliquer une absence de plusieurs décennies pour laquelle elle n'avait jamais trouvé de réconfort. Ainsi, le mystère des frères Ramirez se serait évanoui dans le temps, comme tant d'autres tragédies non résolues, si, au printemps 2019, près de 50 ans après leur disparition, un jeune garde forestier nommé Miguel Ángel Soto n'effectuait pas une patrouille de routine dans une zone reculée du parc national de la Sierra del Águila. Miguel Ángel avait entendu l'histoire des jumeaux disparus qui à San Miguel ne la connaissaient pas. Mais pour lui, né en 1990, ce n'était qu'une légende locale, l'une des nombreuses histoires racontées par les anciens pour avertir des dangers de la montagne. Il n'aurait jamais imaginé être celui-là. Il allait trouver le premier véritable indice depuis près d'un demi-siècle, un indice qui allait bouleverser tout ce que la ville pensait savoir sur le sort d'Eduardo et Ricardo Ramirez. Miguel Ángel Soto s'immobilisa net lorsque le reflet attira son attention, un éclat métallique entre les rochers, presque imperceptible sous la couche de mousse et de terre accumulée au fil des décennies. Il l'aurait peut-être manqué si le soleil de l'après-midi n'avait pas frappé à cet angle précis, comme si la montagne elle-même voulait révéler son secret. Il s'approcha prudemment, écartant la végétation de ses mains gantées. Ce qu'il trouva lui glaça le sang, un vieil appareil photo, au boîtier métallique rongé par le temps et les intempéries, mais encore reconnaissable. La marque Kodak était à peine visible sur le côté. « Impossible », murmura-t-il. Miguel Ángel connaissait l'histoire des frères Ramirez, qui à San Miguel ne la connaissait pas. Mais trouver quelque chose qui leur était lié, après tout ce temps, semblait une coïncidence trop forte. Cependant, en examinant la trouvaille, il remarqua une inscription gravée sur le socle de l'appareil, R. Ricardo Ramirez. Les mains tremblantes, il sortit la pellicule qui, miraculeusement, était encore à l'intérieur. Elle était exposée, utilisée, peut-être contenait-elle les dernières images prises par Ricardo avant sa disparition. Miguel Ángel nota les coordonnées exactes de la trouvaille sur son GPS et rangea soigneusement l'appareil dans son sac à dos. Cette découverte ne pouvait attendre. Il abandonna sa patrouille et descendit le chemin le plus rapide vers le village. 3 heures plus tard, il se trouvait devant la maison de Doña Carmela Ramirez, la vieille dame qui avait déjà 94 ans. Il l'accueillit avec la dignité sereine que seules des décennies de souffrance assimilées peuvent procurer, mais ses yeux s'illuminèrent d'un éclat juvénile lorsque Miguel Ángel lui montra l'appareil photo. « Est-ce à Ricardo ?» confirma-t-elle en caressant le métal rouillé comme si c'était le visage de son fils. Il le reconnaîtrait n'importe où. Hector le lui a donné pour leurs 18 ans. Ses mains ridées tremblaient tandis qu'elle tenait ce lien tangible avec son fils disparu.
Où l'as-tu trouvé? Dans le secteur nord du canyon du Cuivre, explique Miguel Angel. C'est une zone qui n'est pas sur les routes habituelles menant au Cerro del Águila. Doña Carmela fronça les sourcils. Ils n'ont jamais parlé d'aller au ravin, leur plan était d'aller directement au sommet par la route de l'Est. C'est ça qui est étrange, poursuivit la garde. L'endroit où j'ai trouvé la caméra est complètement hors de portée. C'est comme s'ils fuyaient quelque chose. Le mot flottait entre eux, chargé de sinistres implications. Le film, dit soudain Doña Carmela. Pensez-vous que les images soient encore récupérables? Je ne sais pas, répondit honnêtement Miguel Angel. La pellicule a été exposée à l'humidité et aux variations de température pendant près de 50 ans, mais je connais quelqu'un à Mexico qui restaure de vieilles photos. Si quelqu'un peut la sauver, c'est bien lui. Cette émotion, que Doña Carmela avait appris à contenir pour protéger son cœur, commença à la ronger de nouveau. Fais-le, dit-elle fermement, et quand tu auras les photos, je veux t'accompagner là où tu as trouvé l'appareil. Miguel Angel a essayé de la dissuader, Doña Carmela, le terrain est très raide et à votre âge. La vieille femme l'interrompit d'un regard sans réponse. J'ai attendu 49 ans pour savoir ce qui était arrivé à mes enfants. Si la montagne se décide enfin à parler, je serai là pour l'écouter. 3 semaines plus tard, Michel-Ange revint avec une enveloppe de papier photographique. Le spécialiste avait réussi à récupérer cette image du film. Elles n'étaient pas parfaites, elles étaient marquées par une décoloration et des parties complètement manquantes, mais elles suffisaient à reconstituer l'histoire. La première montrait Eduardo souriant près d'une formation rocheuse, son bandana rouge bien visible autour du cou. La deuxième immortalisait le lever du soleil depuis un point de vue élevé, probablement à mi-chemin du sommet. La troisième montrait un paysage de vallée sous un angle inhabituel. Mais c'est la quatrième photographie qui laissa Doña Carmela bouche bée, elle montrait ce qui semblait être l'entrée d'une grotte ou d'un tunnel, partiellement masqué par la végétation, et au premier plan, à peine visible dans le coin inférieur, se trouvait ce qui semblait être une botte militaire. Il y avait quelqu'un d'autre, murmura Doña Carmela. Les 3 dernières photos étaient trop abîmées pour que l'on puisse distinguer clairement leur contenu, même si l'une d'elles semblait montrer une structure métallique ressemblant à une antenne ou à une tour. Ça change tout, dit Miguel Angel en étudiant les images. On a toujours pensé qu'il s'agissait d'un accident, qu'ils étaient peut-être tombés dans un ravin ou pris dans une tempête. Mais là, ça suggère qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'étaient pas censés trouver. Doña Carmela a ajouté, sa voix sonnant ferme, presque provocante, et quelqu'un ne voulait pas être dénoncé. Miguel Angel hocha lentement la tête. En 1970, la guerre froide battait son plein. La région était envahie par des rumeurs de bases secrètes et d'opérations secrètes. Mes enfants ne s'intéressaient pas à la politique, protesta Doña Carmela. Ils voulaient juste photographier le lever du soleil depuis le sommet. Parfois, il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment, répondit doucement Michel-Ange. 2 jours plus tard, contre toute recommandation médicale et grâce à un hélicoptère mis à disposition par les autorités du parc national, Doña Carmela Ramirez est retournée sur la montagne qui lui avait enlevé ses enfants. Miguel Angel l'accompagnait, accompagné d'une équipe de recherche et d'un détective à la retraite qui s'était intéressé à l'affaire. L'hélicoptère les a fait atterrir au plus près de l'endroit où la caméra avait été retrouvée. De là, Doña Carmela a insisté pour marcher, s'appuyant sur une canne et le bras de Miguel Angel. J'ai besoin de sentir le sol sous mes pieds, a-t-elle expliqué. J'ai besoin que la montagne sache que je suis revenu pour mes enfants. En suivant les coordonnées GPS, ils sont arrivés à l'endroit exact de la découverte, une petite clairière entre des rochers, désormais marquée par du ruban d'enquête de police. C'est ici que j'ai trouvé l'appareil photo, expliqua Michel-Ange. Il était à moitié enterré, comme si quelqu'un l'avait intentionnellement caché. Doña Carmela ferma les yeux, comme pour sentir la présence de ses enfants dans ce lieu désolé. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard tomba sur une formation rocheuse à une centaine de mètres. Ce rocher, dit-il d'une voix tremblante, est le même que celui de la première photographie où apparaît Eduardo. L'équipe s'y est dirigée, en effet,
la formation correspondait parfaitement à l'image récupérée. Ils suivent les traces des jumeaux Ramirez, commença Miguel Angel en étudiant le terrain. Si nous continuons dans la direction indiquée sur la photo, nous allons atteindre la grotte, conclut le détective en désignant un endroit où la végétation était plus dense. L'équipe avança prudemment. La zone n'apparaissait sur aucune carte officielle du parc, et le terrain devenait de plus en plus dangereux. Finalement, après avoir traversé un épais fourré, l'entrée d'une grotte apparut devant eux, exactement comme sur la photo. « Mon Dieu !» murmura Doña Carmela. Ils l'ont retrouvé. Le détective s'avança, éclairant l'entrée avec sa lampe de poche. « Il y a des marques sur le rocher », annonça quelqu'un. Ils ont essayé de sceller cette entrée il y a longtemps, mais l'érosion a rouvert le passage. Miguel Angel se tourna vers Doña Carmela. « Je devrais peut-être attendre ici pendant que nous explorons. » La vieille femme secoua fermement la tête. « J'ai attendu 49 ans, je n'attendrai pas une minute de plus. » Et ainsi, s'appuyant sur sa canne et sur la force que seule la détermination maternelle peut apporter, Doña Carmela Ramirez est entrée dans l'obscurité qui avait accueilli ses enfants des décennies auparavant, prête à affronter n'importe quelle vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de cette grotte allait changer à jamais l'histoire, non seulement des frères Ramirez, mais de toute la région, déterrant des secrets que beaucoup avaient essayé de garder enfouis pendant un demi-siècle. L'intérieur de la grotte était froid et humide, résonnant des gouttes de pluie tombant quelque part dans l'obscurité. Les lampes torchées de l'équipe de recherche projetaient des ombres fantomatiques sur les parois rocheuses, créant l'illusion de silhouettes en mouvement qui semblaient les observer dans l'obscurité. Doña Carmela avançait avec détermination, s'appuyant sur sa canne et le bras de Miguel Angel. Ses yeux, s'habituant peu à peu à l'obscurité, scrutaient chaque recoin, chaque fissure, comme si elle y trouvait la trace de ses enfants. « Il y a des traces de bottes », annonça le détective en braquant sa lampe sur le sol. Anciennes, mais visibles dans la boue séchée. Plusieurs personnes étaient là. Ils continuèrent à travers les 3 tunnels qui descendaient progressivement dans les entrailles de la montagne. Après une 50aine de mètres, le passage s'élargit, ouvrant sur une salle plus vaste. Ce qu'ils y découvrirent leur coupa le souffle, au centre de la caverne se trouvaient les vestiges de ce qui semblait autrefois un camp, des fragments rouillés d'équipements militaires pourris par le temps, des câbles sectionnés et sur l'un des murs, à peine visibles sous des décennies de poussière et d'humidité, un symbole peint, un aigle stylisé tenant ce qui semblait être un appareil électronique. « Opération Condor », murmura le détective en s'approchant du symbole. « J'ai déjà vu ça dans des documents déclassifiés, c'était une opération conjointe entre la CIA et les gouvernements latino-américains dans les années 1970. » « Que faisait-il ici ?» demanda Miguel Angel en examinant les vestiges du camp. « De la surveillance, probablement. Cette montagne offre une vue stratégique sur toute la région, idéale pour intercepter les communications. » Doña Carmela ne prêta aucune attention à ces spéculations, son regard était fixé sur quelque chose qui brillait faiblement dans un coin de la caverne. Elle s'approcha d'un pas hésitant et s'accroupit, ignorant la douleur dans ses articulations. C'était un bandana rouge, délavé par le temps, mais reconnaissable entre mille. « Eduardo » murmura-t-elle en le prenant dans ses mains ridées. « Mon Eduardo était ici. » L'inspecteur s'approcha vivement, ne la touchez pas à main nue, il pourrait y avoir des preuves dans Doña Carmela. Mais la vieille femme serra le tissu contre sa poitrine, refusant de le lâcher. Les preuves n'ont plus d'importance. Ça fait 50 ans. Ce qui compte, c'est que mes enfants étaient ici, et que quelqu'un sait ce qui leur est arrivé. Pendant ce temps, Michel-Ange avait découvert autre chose, une ouverture dans le mur opposé, partiellement obstruée par des rochers qui semblaient avoir été placés délibérément. « Il y a un autre tunnel ici », lança-t-il au reste du groupe. Ensemble, ils écartèrent les rochers, révélant un passage étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la montagne. L'air qui en sortait était étonnamment frais, suggérant qu'il communiquait avec l'extérieur à un moment donné. « Nous devrions attendre les renforts », prévint l'un des membres de l'équipe. « Nous ne savons pas ce que nous pourrions trouver là-dedans. » Doña Carmela, cependant, s'engageait déjà dans le tunnel,
le bandana de son fils fermement serré dans sa main. « Maman, suis la piste de ces petits, dit-elle simplement. Personne ne pouvait l'arrêter. Le tunnel était plus long que prévu, serpentant à travers la roche comme s'il suivait une veine minérale. Après ce qui sembla une éternité, il commença à s'élargir à nouveau, et une faible lumière filtra quelque part devant. Ils débouchèrent dans une seconde caverne, beaucoup plus vaste que la première. La lumière provenait d'une ouverture naturelle dans le plafond, un trou par lequel la lumière du soleil filtrait, créant un faisceau qui illuminait le centre de la pièce comme un projecteur. Et là, sous ce faisceau lumineux, se trouvaient ce qui semblait être les vestiges d'une station de radio, console rouillée, antenne cassée, vieux matériel d'enregistrement, le tout abandonné à la hâte, à en juger par la façon dont ils étaient dispersés. Une station d'écoute clandestine, confirma l'inspecteur en examinant le matériel. Exactement comme je le soupçonnais. Mais Donia Carmela ne s'intéressait pas au matériel, son attention était fixée sur quelque chose de gravé dans la paroi rocheuse, juste là où le faisceau lumineux tombait. Il s'approcha lentement, les yeux plissés par l'effort de voir dans la pénombre. C'étaient des noms, 2 noms gravés profondément dans la roche. Eduardo Ramirez 1970. Ricardo Ramirez 1970. Et ci-dessous, un message simple mais déchirant. Maman, papa, on vous aime. Pardonnez-nous de ne pas être revenus. Donia Carmela s'effondra à genoux devant la pierre tombale improvisée, un cri étouffé s'échappant de sa gorge. Miguel Angel courut la soutenir, craignant que l'impact ne soit trop violent pour son cœur âgé. Ils étaient vivants, sanglota-t-elle en caressant les noms gravés. Au moins assez longtemps pour laisser ce message. Le détective s'était rapproché pour examiner une autre partie du mur, où se trouvaient d'autres inscriptions, plus petites et plus rapides cette fois. Donia Carmela lança d'une voix grave, « Je pense que vous devriez voir ça. » S'appuyant sur Miguel Angel, elle s'approcha. Sous les noms de ses enfants se trouvait un récit manuscrit, gravé avec ce qui devait être la pointe d'un couteau ou d'une pierre tranchante. Si jamais quelqu'un trouve ceci, qu'il sache la vérité. Mon frère Eduardo et moi avons découvert cette station par hasard, alors que nous cherchions le meilleur angle pour photographier le lever du soleil. Nous avons été capturés, accusés d'être des espions communistes. Eduardo a tenté de s'échapper et a été abattu. Il est enterré sous le grand chêne près de l'entrée. Ils me retiennent ici, ils me forcent à aider avec le matériel parce que je m'y connais en électronique. J'écoute leurs plans. Ils interceptent les communications et identifient les éléments subversifs dans toute la région. Je crains qu'ils n'aient bientôt plus besoin de moi. Si vous trouvez ceci, dites à nos parents que nous les aimons et que ce que nous avons découvert ici doit être connu. La date à la fin du message était le 12 octobre 1970, près de 2 mois après sa disparition. Donia Carmela le lut et le relut, ses larmes tombant sur la pierre ancienne, se mêlant à la poussière des décennies. Ricardo a survécu plus longtemps, murmura-t-elle. Et Eduardo, mon Eduardo est enterré ici, sur la montagne. Le détective examina le reste de la caverne avec une minutie professionnelle. Il y a des traces de lutte ici, remarqua-t-il, mettant en lumière des rayures sur les murs et ce qui semblait être des taches sombres au sol. Et ça ressemble à du sang séché. Que leur est-il arrivé? Demanda Miguel Angel d'une voix à peine audible. Qui ferait une chose pareille? La guerre froide a engendré des monstres de tous bords, répondit le détective. Opération secrète, disparition, centre clandestin, tout cela au nom de la sécurité nationale. Donia Carmela était restée silencieuse, réfléchissant au nom de ses enfants avec une expression indéchiffrable. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était différente, plus forte, chargée d'une détermination farouche. « Je veux que tu retrouves le chêne, dit-il. Je veux récupérer Eduardo, et je veux savoir ce qui est arrivé à Ricardo, s'il a laissé ce message, s'il a survécu jusqu'en octobre, que s'est-il passé ensuite ?» L'équipe décida de se séparer. Une partie retournerait à l'entrée pour coordonner une fouille en bonne et due forme et documenter les découvertes, le détective Miguel Angel et Donia Carmela, accompagnés de 2 autres membres, poursuivraient l'exploration de la caverne à la recherche d'indices.
c'est dans une petite pièce latérale qu'ils firent la découverte finale, la plus troublante, une pile de documents à moitié brûlés, protégés de l'humidité par une bâche en plastique détériorée. Il semblait que quelqu'un avait tenté de les détruire à la hâte, mais sans parvenir à ses fins. Parmi les documents calcinés se trouvaient des rapports, des listes de noms, des transcriptions de communications interceptées et un ordre officiel daté du 15 octobre 1970, 3 jours seulement après le dernier message de Ricardo, démanteler Eagle Station. Éliminer toutes les preuves non attestées. Doña Carmela tenait ce morceau de papier d'une main tremblante, comprenant enfin le sort de son plus jeune fils. Elle n'avait pas besoin d'explications supplémentaires, ces 4 derniers mots, pas de témoins, racontaient toute l'histoire. Au moins, maintenant, je sais, dit-elle d'une voix brisée mais calme. Après 50 ans, au moins, elle savait que ses enfants ne l'avaient pas abandonnée, qu'ils s'étaient battus, qu'ils avaient été courageux jusqu'au bout. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers le trou du plafond de la caverne, Doña Carmela Ramirez était assise sur le sol poussiéreux, le bandana rouge d'Eduardo dans une main et le dernier message de Ricardo dans l'autre. Pour la première fois depuis un demi-siècle, elle pleurait sans réserve ses enfants disparus, ses larmes lavant des décennies d'incertitude et de douleur refoulées. Mais au milieu de ces larmes, il y avait aussi une étincelle d'autre chose, la détermination d'une mère qui, même à 94 ans, ne se reposerait pas tant que justice ne serait pas rendue. L'affaire des frères Ramirez a secoué le Mexique. Ce qui avait commencé comme la découverte fortuite d'une caméra par un garde forestier s'est transformé en scandale national qui a contraint le gouvernement à déclassifier des dossiers secrets de la guerre froide. Les journaux l'ont surnommé « la station fantôme de la Sierra Madre », et l'affaire a fait la une des journaux pendant des semaines. Il fut confirmé qu'Eduardo Ramirez avait été enterré sous le chêne, comme l'indiquait le message de son frère, sa dépouille fut exhumée avec tous les honneurs et, 50 ans plus tard, il reçut des funérailles dignes à San Miguel de Allende. Toute la ville accompagna Doña Carmela, qui marchait debout derrière le cercueil, le bandana rouge de son fils noué au poignet. De Richard, cependant, aucun vestige n'a été retrouvé dans la grotte ni aux alentours. Des documents partiellement brûlés suggéraient qu'il avait été déplacé 3 jours après son dernier message gravé dans le mur. Le mot « déplacé » était souligné dans l'un des rapports, un euphémisme bureaucratique dont le sens était compréhensible. 6 mois après la découverte, Doña Carmela a reçu un appel inattendu, le directeur des archives de la Sécurité nationale a demandé sa présence à Mexico. Ayant trouvé quelque chose qui pourrait l'intéresser, Miguel Angel a insisté pour l'accompagner. Ces derniers mois, le jeune garde était devenu une sorte de petit-fils adoptif pour la vieille dame, lui rendant visite régulièrement, l'aidant à gérer l'attention médiatique soudaine et le processus complexe d'exhumation et d'identification. « Ne vous faites pas d'illusions, Doña Carmela, l'avertit-il pendant le trajet en train. Ce ne sont probablement que des documents supplémentaires, une confirmation de ce que nous savons déjà. » Elle hocha la tête, son visage serein montrant la paix qu'elle avait trouvée en connaissant enfin le sort de ses enfants. « Je ne cherche pas de miracle, Miguel, je cherche juste la vérité, quelle qu'elle soit. » Aux Archives nationales, ils furent accueillis par un homme d'âge moyen, portant d'épaisses lunettes à monture et l'air grave. Il les conduisit à travers des couloirs bordés d'étagères jusqu'à une petite salle de conférence, où les attendait une femme âgée en uniforme militaire. « Je suis le général Ramirez, se présenta-t-elle en serrant la main de Doña Carmela. Je dirige la commission de clarification historique. Ce que nous allons vous montrer a été découvert dans des archives militaires américaines récemment partagées avec le Mexique dans le cadre d'un accord de transparence historique. Sur la table se trouvait un dossier scellé. Le général l'ouvrit avec précaution et en sortit plusieurs photographies en noir et blanc, qu'il déposa devant Doña Carmela. Ces photos ont été prises en 1971 dans un centre d'interrogatoire au Panama, exploité conjointement par la CIA et les forces latino-américaines. Doña Carmela se pencha sur les images, les yeux plissés par l'effort. La première montrait un jeune homme émacié, les cheveux rasés et vêtu de l'uniforme de prisonnier. Malgré son état, il était reconnaissable entre mille, Ricardo. D'après les archives, votre fils a été transféré au Panama pour un interrogatoire approfondi, a expliqué le général.
Il pensait qu'il avait des liens avec des groupes de guérilla en raison de ses connaissances en électronique et de la découverte de la station d'écoute. Mon fils était technicien radio, protesta Doña Carmela. Il réparait les téléviseurs et les radios du village, il n'avait rien à voir avec la politique. Nous le savons maintenant, a convenu le général, mais à cette époque, la peur du communisme justifiait n'importe quelle atrocité. Miguel Angel a examiné les autres photographies. Elle montrait Ricardo à différents moments d'un interrogatoire dans une cellule, escorté par des gardes. Que lui est-il arrivé, demanda-t-elle, redoutant la réponse. Le général hésita un instant avant de répondre. Selon les documents officiels, Ricardo Ramirez est décédé lors d'un interrogatoire en février 1972. Doña Carmela ferma les yeux, absorbant le choc. Bien qu'elle s'en doutât déjà, la confirmation fut douloureuse. Cependant, continua le général, il y a autre chose. Il sortit un dernier document du dossier. C'était un rapport daté de 1973, dont une grande partie du texte était censurée par des pets très noirs, mais au bas, bien visible, se trouvait une note manuscrite. Sujet RR transféré vers un programme spécial sous une nouvelle identité. Classification top secret. Qu'est-ce que cela signifie, demanda Doña Carmela d'une voix à peine audible. Cela signifie qu'il est possible que votre fils ne soit pas mort en 1972, expliqua le général. Certains prisonniers dotés de compétences techniques particulières ont été recrutés pour travailler sur des programmes gouvernementaux, on leur a attribué de nouvelles identités et ils ont officiellement cessé d'exister. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Michel-Ange fut le premier à le briser. Vous dites que Ricardo Ramirez pourrait encore être en vie? C'est une possibilité, répondit prudemment le général, même si après tout ce temps, il aurait 73 ans. J'ai 94 ans, pas si vieux, calcula rapidement Doña Carmela, et une étincelle d'espoir, dangereuse et fragile, commença à s'allumer dans ses yeux. Nous avons lancé une recherche discrète, a poursuivi le général, pour retrouver les dossiers des personnes réinstallées dans le cadre de programmes spéciaux pendant cette période, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais elle ne put terminer sa phrase, la porte de la pièce s'ouvrit et un assistant lui tendit un mot. Le général le lut rapidement, son expression passant du professionnel à une sincère surprise. On dirait qu'on n'aura pas besoin de chercher plus loin, dit-il en levant les yeux vers Doña Carmela. Il y a quelqu'un ici qui veut te voir. L'homme qui entra dans la pièce s'appuyait sur une canne, le dos légèrement voûté par l'âge. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés en arrière, et des lunettes à monture métallique encadraient ses yeux qui, malgré les rides qui les entouraient, brillaient d'une intensité familière. Doña Carmela se leva lentement, tout son corps tremblant. « Ricardo » demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. L'homme hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. « Maman » dit-il simplement. Ils se fixèrent du regard pendant ce qui leur sembla une éternité, deux survivants d'une histoire qui avait mis un demi-siècle à se dérouler. Puis, comme attirés par une force invisible, ils s'étreignirent dans une étreinte qui contenait des décennies d'absence, de douleur, de questions sans réponse. « Je t'ai cherché » murmura Doña Carmela contre l'épaule de son fils. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. »« Je sais, maman » répondit-il, la voix brisée par l'émotion. « Je l'ai toujours su. » Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Ricardo, devenu Robert Navarro comme il l'expliquerait plus tard, regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « Papa » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Doña Carmela secoua doucement la tête. « Il nous a quittés il y a 25 ans, mais il t'a attendu chaque jour jusqu'au dernier moment. » Ricardo hocha la tête, acceptant la douleur de cette perte irréparable. Puis il sortit quelque chose de la poche de sa veste, une petite flûte en bois, usée par l'usage et le temps. « C'est papa qui l'a fait » expliqua-t-elle sous le regard surpris de sa mère. « Il me l'a donné le jour où Eduardo et moi sommes partis à la montagne. Ils m'ont laissé le garder toutes ces années, c'était tout ce qu'il me restait de toi. » Doña Carmela prit la flûte dans ses mains tremblantes et la reconnut instantanément. Hector avait sculpté des flûtes similaires pour les deux jumeaux lorsqu'ils étaient enfants, Eduardo en avait une identique, se souvenait-elle.
Nous ne l'avons jamais retrouvé, murmura-t-il. Ricardo sourit tristement. Je le portais quand j'ai essayé de m'échapper. Un silence profond emplit la salle. Finalement, Miguel Angel, qui avait assisté aux retrouvailles les larmes aux yeux, prit la parole. Que s'est-il passé ensuite, monsieur? Toutes ces années? Ricardo soupira profondément. C'est une histoire longue et douloureuse. J'ai été contraint de travailler sur des projets de télécommunication pour les services de renseignement, j'étais constamment surveillé. À ma libération, dans les années 1990, on m'a averti de ne jamais essayer de contacter ma famille ni de révéler mon passé. On m'a dit que certains pourraient encore vouloir me réduire au silence. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? A demandé Doña Carmela. La découverte de la grotte a tout changé, expliqua-t-il. Soudain, l'histoire était dans tous les journaux, mon passé n'était plus un secret qui pouvait me menacer, et quand j'ai appris que tu étais en vie, que tu me cherchais toujours, sa voix se brisa, j'ai su qu'il était temps de rentrer. Doña Carmela prit le visage de son fils dans ses mains ridées, l'étudiant comme si elle voulait mémoriser chaque nouvelle ligne, chaque marque que le temps avait gravée sur lui pendant son absence. Maintenant, nous sommes réunis, dit-elle calmement. Eduardo repose en paix, et tu es de retour. Notre famille est à nouveau réunie. Ricardo hocha la tête, incapable de parler. Puis il porta la flûte à ses lèvres et commença à jouer une douce mélodie mélancolique, une chanson qu'Hector leur avait apprise enfant. Les notes flottèrent dans la pièce, traversant le temps, reliant le passé au présent, guérissant des blessures restées ouvertes depuis un demi-siècle. Et, à cet instant, tandis que la musique emplissait l'espace entre eux, la mère et le fils comprirent que, aussi douloureuses soient-elles, certaines histoires méritent d'être racontées jusqu'au bout, car seule la vérité, aussi tardive soit-elle, peut trouver la paix. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains articles. À bientôt.